Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 9 juin 2021, il est 20h03. Avant d'écouter Aviram, je vais vous lire comme d'habitude la clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Et je passe la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Voilà. Vous entendez et voyez la présentation? Très bien. Très bien. Donc, aujourd'hui, On la voit mieux que d'habitude parce que tu es plus près de nous. ah oui, aujourd'hui, cette multiplication, je suis assis dans le salon de ma maman. En Allemagne, c'est à Ensdorf, c'est la région de la Sarre. On fait très proche de la France. Effectivement, je crois la frontière, elle n'existe plus. Donc, avant, on était à 11 kilomètres de la frontière de Lorraine et à 60 kilomètres de Luxembourg. Dans ce coin, on est. Et j'ai le soleil dans la face. Le soleil, je dois m'habituer encore à ça. Il est déjà passé 8 heures et le soleil est à une position que je connais comme à 4 heures l'après-midi. Donc, c'est un nouveau monde pour moi. Et je vais vous, de ce nouveau monde qui est habité et créé et recréé à 100 milliards de fois par seconde par ma maman, qui est une boule d'amour qui flotte dans une soupe d'amour. Donc, je suis très, très, très content ici. Et donc, de cet espace privilégié, je vais vous multiplier les connaissances du Knowledge Seeker Workshop numéro 383 et aujourd'hui c'est le 9 juin, Joël a déjà mentionné. Aujourd'hui, le titre de cette émission va être Les amputations sont réversibles. Ça, c'est un truc, point de vue médical, assez incroyable. Mais comme Monsieur Kesh l'explique, c'est tout à fait croyable, concevable et on a, avec le temps, quand on peut s'habituer à cette pensée, on peut même trouver ça peut très, très rapidement devenir monnaie courante. J'ai, comme par hasard, trouvé cette fille-là qui a une jambe amputée et elle est très souriante. Et ça fait exactement le thème. Et à droite, vous voyez la jambe comment restituée
ou la jambe qui a fait une résurrection. Et entre les deux, il y a comme un symbole des ailes. C'était avant, je cherchais comme un cœur avec les ailes, mais j'ai trouvé ça plus joli même, le symbole de la paix avec les ailes, parce que c'est très très, vous savez, la science du plasma comme la science de Eden sont très 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 basés et assis très fermement sur la paix. Donc aujourd'hui, on va, après quelques bonnes nouvelles, on va parler de la création, un pas de plus dans la création. Après, on va aboutir à un sujet qui est assez difficile pour nous, les enfants des pays industrialisés. C'est le plan affectif, les émotions, sentiments et les ressentis, parce qu'on ne fait pas beaucoup ça. On fait plus rationnel et penser et agir sans nécessairement ressentir comme il faut. Faudrait changer ça. Faudrait, Aviram. On n'aime pas les faucons. On aime plus les moineaux. Donc, on pourrait avoir l'idée, peut-être le ressenti peut nous, parce qu'on a négligé ça un peu, ça peut nous ouvrir des nouvelles portes qui nous rendent la matérialisation et la normalisation par notre âme plus facile. On va voir ça plus en détail pendant cette émission-là. D'abord, les nouvelles, le Knowledge Seeker Workshop demain, si c'est pas revoqué, Monsieur Kesh a dit ça le jeudi passé, va être à 7 heures, heure de Paris, demain, et non à 9 heures le matin. Donc, si vous voulez l'écouter en direct, c'est pas le matin, c'est le soir à 7 heures. Ensuite, Monsieur Kesh a parlé de l'éducation de la Fondation Kesh surtout et la Fondation Kesh Spaceship Institute. Il a dit, il a réexpliqué encore une fois cette vaste gamme de connaissances. Ça fait même pas 20 ans que cette science existe et dans ces 20 ans, et je crois il a commencé à vraiment publier 2014-2015. Donc, ça fait comme 6-7 ans maximal où c'est publié. Le monde connaît l'existence de cette science-là. Les connaissances se positionnent dans une fenêtre qui est limitée d'un par les GANs, le nanoplaquage, qui peuvent être vus comme des procédures matérielles parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe avec nos yeux charnels, jusque les sujets dont M. Kesh parle récemment beaucoup plus souvent, c'est le niveau de l'âme, c'est en autre mot le niveau ou le plan des champs plasmiques qui ne sont pas visibles parce que c'est le plan fondamental. Dans cette vaste gamme de connaissances entre la matière et les champs purs, il y a plein d'enseignants différents qui ont des préférences différentes, qui ont des couleurs, des parfums différents et qui s'intéressent de toute évidence individuellement à des parties plus dans la science de plasma et la science des Eden que d'autres. Et ça nous donne en fait, dans les mots de Grigory Grabovoy, un nombre infini d'enseignants qui peuvent nous présenter un éventail aussi infini de possibilités pour nous à choisir. Le choix est un choix qui est non questionnable, qui est très, très bon et même, je dirais, nécessaire à faire parce que chacun a son propre mental qui fonctionne d'une façon ou autre façon. Et
c'est pas chaque mental qui peut facilement assimiler toutes les professeurs différents. Donc, la vaste gamme de nature de professeurs correspond à une vaste gamme de récipients ou d'étudiants qui vont, alors ça veut dire en autres mots, c'est non seulement possible, mais même nécessaire de bien observer quel professeur je peux plus facilement assimiler et de suivre celui-là. Pour ça, il y en a beaucoup. Donc, ça donne une gamme d'enseignants. Ça donne aussi une très grande gamme de parfums différents d'enseignement parce que chacun ne peut que multiplier de sa propre façon qui va prendre les couleurs de ce professeur-là, comme Aviram par exemple. Mais toute cette gamme-là, toute cette évolution, on pourrait aussi voir la diffusion, la multiplication de Monsieur Kesh même, on peut voir comme une linéarité. C'est-à-dire, il a commencé avec le nanoplaquage et le GANS, qui peut être compris très matériel. Jusque maintenant, il parle de plus en plus sur le plan non visible, c'est-à-dire plasmique et le plan des champs. On pourrait voir ça comme une progression ou une évolution de la science. Mais M. Kirsch a insisté et j'aimerais l'appuyer, la même insistance, que ce n'est pas voulu que ça crée une hiérarchie dans le sens que les enseignements matériels sont moins valorisables ou valorisés que les enseignements sur les champs ou les enseignements sur l'âme. C'est très, très souvent parce que nous venons du même monde, nous avons toute la même histoire. Donc, toutes les gens qui se rajoutent à notre communauté des knowledge seekers, ils viennent du plan matériel. Et ça veut dire que leur porte d'entrée va être le GANS, le nanoplaquage, les magraphes, les réacteurs, etc., etc. Et c'est très bon parce que nous avons passé par là aussi. Et en passant par là, donc ça, les bases de notre science qui peuvent être très, très matérielles sont très matérielles parce que c'est la seule façon que nous pouvons utiliser ces connaissances-là comme porte d'entrée pour après évoluer plus. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans les enseignements et il n'y a par conséquent pas de hiérarchie dans les profs non plus. Un prof qui parle plus de l'âme n'est pas meilleur qu'un prof qui parle de GANS et nanoplaquage. Chacun a sa préférence et c'est bon comme ça. Ensuite, Monsieur Kirsch a continué à parler de la création. Et la création, on se rappelle dans les dernières multiplications, c'était toujours sous le thème de oui, on peut créer ou normaliser tout ce qu'on veut si on arrive à un état d'être où notre âme prend une expansion de ces champs qui vont au-delà de la physicalité et de l'âme de la forme physique. Et dans la dernière émission, jeudi passé, Monsieur Kesh a pris une autre avenue pour nous expliquer des multiples façons de expanser le champ magnétique de l'âme. Cette fois-ci, il a mentionné ou il a décrit le chemin par la nourriture. Nous savons de M. Kesh et d'autres sources que le corps humain prend déjà 80% de son énergie de l'environnement directement et seulement 20%
par la nourriture matérielle. Mais même la nourriture matérielle, on a déjà mentionné ça la semaine passée, elle passe, comme l'air aussi, par le même organe qui est la bouche et le nez. Donc, ces cavités-là, ces canaux-là, où on introduit la nourriture dans notre corps par la bouche et l'air dans notre corps par la bouche ou par le nez, ils passent, tous ces éléments qu'on ingère de cette façon-là, passent à travers un point qui est le siège de l'âme. Et là, on pourrait déjà s'éveiller à un qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire peut-être qu'on pourrait, si on se nourrit, on met notre conscience dans la nourriture, on pourrait nourrir notre âme plus directement. Et effectivement, Monsieur Kesh poursuit jeudi passé 2 allées différentes au même temps. Une allée, et je vais vous expliquer ça plus avec les mots de Anastasia, les livres de Anastasia, parce qu'elle aussi parle beaucoup de ça. Et comment elle l'explique, elle explique ça, ça concorde très bien avec ce que Monsieur Kesh a dit, et ça va nous aider à comprendre plus ses paroles. Donc la première, c'est ce que Monsieur Kesh a dit, par exemple, OK, si on veut nourrir notre âme par la nourriture matérielle, on n'est pas pranaïste encore, on est juste un être humain conventionnel, on mange la bouffe matérielle. Et là, on va pas parler de l'éthique qui est liée à ça, on va juste regarder la physiologie ou les bilans énergétiques de cette nourriture-là. Et là, ça devient très clair, ce qu'il a mentionné, que dans les derniers, je dirais depuis la révolution industrielle, le taux d'énergie dans nos nutriments baisse continuellement. Pourquoi? Parce que notre façon d'exercer l'agriculture, de produire ces aliments, dégrade aussi. Ce qui était avant, à l'échelle humaine, agriculture à l'échelle humaine, pour une très, très, très longue période de notre histoire, est devenu une industrie. Et le but d'une industrie est de produire des aliments pour un marché. Et un marché est installé pour créer ou pour gagner de l'argent. Ça veut dire les aliments sont produits avec une finalité, un but qui est l'argent. Quand vous avez votre propre jardin et vous n'êtes pas fermier, vous avez juste votre jardin, vous faites pousser des épices, vous faites pousser des tomates, des haricots, des courges, des choses comme ça, pas pour vendre, peut-être pour donner, mais premièrement pour votre propre consommation. Et ça, selon Anastasia, est une différence très, très importante parce que les plantes sont des êtres vivants qui sont complètement connectés à nous. Donc, les plantes ressentent absolument. Si nous, on les fait pousser pour l'argent, c'est-à-dire on n'est même pas intéressé à la plante. C'est juste un moyen comme une fabrique quelconque pour générer des sous. Tandis que dans votre jardin, vous avez plus une relation avec les plantes individuelles. Vous pouvez vous pouvez même les planter avec amour et vous allez les manger avec amour. Donc, il y a un lien d'amour entre vous et les plantes. Donc, à ce moment-là, les plantes ressentent qu'ils vont pousser pour vous. Et ça, les plantes jubilent quand elles peuvent faire ça. Et selon Anastasia, on peut aller encore quelques pas plus loin. Et tous ces pas-là
sont dans le contexte du Knowledge Seeker Workshop de jeudi passé, c'est dans le but de charger notre nourriture avec beaucoup plus d'énergie pour que quand on avale ça, ça passe tout de suite à côté du siège de l'âme, c'est-à-dire l'âme pourrait prendre déjà de l'énergie, mais quand les nutriments ou notre produit alimentaire, on appelle ça comme ça, sont comme dépourvus d'énergie, c'est-à-dire pour l'âme, il n'y a rien à prendre là. Et les conséquences, déjà, je vais vous parler tout de suite. Juste un pas de plus que Anastasia propose, c'est de créer un espace d'amour. Espace d'amour, ça veut dire, et vous pouvez faire ça chez vous aussi, tout de suite. Vous considérez votre maison avec votre jardin, c'est votre domaine. Dans votre domaine, vous êtes comme Dieu avec lequel vous co-créez un monde. Et vous co-créez ça à baser sur l'amour. Parce que ça, c'est le sentiment de base. On va revenir à ça plus tard. Donc, à ce moment-là, vous déjà dessinez ou planifiez votre jardin. Ah, je voudrais avoir une petite nappe d'eau, les courges et les tomates peuvent être là, j'aimerais des arbres fruitiers là-bas, et ici peut-être une clôture. Je veux pas une clôture en métal ou en whatever, je veux une clôture, je vais la faire avec des buissons qui donnent des fruits, comme des mûres ou des framboises. Et comme ça, on crée un espace, originalement, l'espace d'amour est créé par un couple pour produire un monde, un environnement qui est hyper propice pour accueillir un enfant. On a parlé les dernières sessions de la naissance par l'âme. Donc, dans ce contexte, la création de l'espace amour est hyper important. Même si on n'a pas de terrain, on vit dans un appartement, on a peut-être un balcon et on peut faire un peu ça sur le balcon. La quantité n'est pas importante, vous voyez. C'est l'intention qui compte. Donc, et quand on fait ça, et après, elle dit des consignes que avant de semer des graines, on prend les graines dans la bouche. On la laisse, les graines, comme prendre les informations, notre lumière informationnelle par notre salive, notre ADN finalement, et après, on la plante avec nos mains dans la terre. Et on va toujours revisiter les plantes, comment elles poussent bien, et on va générer la gratitude et l'amour par rapport à ça. Et ça, à ce moment-là, les plantes, parce qu'ils sont aimés par nous et par notre amour, on a transféré aussi l'éternité qui est propre à nous aux plantes aussi. Et à ce moment-là, selon Anastasia, ces plantes-là font des connexions avec tout l'univers beaucoup plus intenses que les autres plantes. Et ils acquièrent des qualités que les autres plantes ne peuvent pas générer. Par exemple, si vous avez un malaise ou une maladie, ces plantes-là vont vous guérir. Parce qu'ils savent exactement qui vous êtes. Ces plantes vous aiment comme vous aimez les plantes. Et ils ont connecté avec tout l'univers. Donc, ils peuvent, selon Anastasia, canaliser toutes les énergies cosmiques à travers leurs fruits dans notre corps quand on les mange. Donc, à ce moment-là, manger n'est plus seulement
pour ne pas avoir faim. Mais c'est aussi pour nous satisfaire notre état de santé. Mais quand ça arrive aussi, ça va nous rendre plus heureux, ça va nous rendre plus stables émotionnellement et ça va nous faire plus rapidement connaître, prendre connaissance que nous sommes des êtres éternels dans notre corps. Et ça, c'est une voie très propice pour ça, parce que ça se passe, tout ça, manger, cultiver, tout ça, ça se passe sur le plan physique. Et Grigory Grabovoy, il met toujours l'emphase très, très, très fortement que ça se passe toujours et principalement et avant tout à travers le corps. Le corps, c'est une de nos structures fondamentales et il est fondamental pour notre croissance, pour notre évolution et pour notre capacité de prendre la place à côté du Créateur. Et c'est pour ça qu'on a un corps, pour ça qu'on a tellement de plaisir d'avoir un corps. Et de cette façon, ça balaye toutes les pseudo-religions ascétiques et négliger le corps. Et le corps, c'est le diable et toutes ces croyances erronées de la conscience collective non structurée. Voilà. Deuxième voie, c'est aussi comme la suite à l'espace d'amour. Parce que si on vit dans un espace d'amour, quand je vous ai raconté qu'est-ce que ça veut dire, vous avez probablement senti, waouh, c'est très, très spirituel. On voit même de faire le jardinage, même si vous plantez pas de potager, de plantes potagers comme vous plantez juste gazon comme Mouti, elle a quelques herbes, elle a quelques salades et c'est ça. La plupart c'est des fleurs et elle voulait, mon papa, à l'époque, il a fait un gazon, mais le gazon, c'est toute seule modifié, il a expulsé toutes les herbes, et c'est juste c'est la mousse des petites fleurs, des plantes couvre-sol minuscules, mais c'est génial. C'est beaucoup plus intéressant un gazon anglais, hein, qui par rapport est juste monodimensionnel, juste une herbe, une sorte d'herbe qui toutes les brins sont coupés à la même hauteur. C'est plate un peu, non? Donc ça nous amène, ce type de jardinage, ça nous amène à la qualité spirituelle, à la lumière informationnelle de notre nourriture. Et si notre nourriture est chargée avec cette lumière informationnelle en quantité importante, là, notre âme a quelque chose à retirer. Deuxième façon, si on poursuit ça, donc dans cette façon de jardinage à la Anastasia, il y a déjà, ça nous amène déjà comme, même à notre insu, on pourrait presque dire, à la spiritualité. Mais il y a d'autres chapitres où elle nous raconte que dans le temple le plus vieux de la terre, que j'ai oublié où il était, il y avait une écriture dans ce temple qui disait « L'homme mange comme il respire ». Et ça a beaucoup donné la nourriture à penser pour beaucoup de gens. Ça veut dire quoi? L'homme mange comme il respire, c'est-à-dire on mange tout le temps? Ou est-ce que ça veut dire, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous avez écouté Monsieur Kesh ou vous avez lu le résumé que j'ai mis sur Plasma Laurentide. Dans une entrevue, Monsieur Kesh a parlé de
comment on respire nous. Et il a expliqué par la respiration que c'est effectivement par la respiration qu'on déjà assimile toute l'énergie qu'on a besoin. Je dirais même pas 80, je dirais 100%. C'est pour ça que les pranaïstes, ça marche. Et pour devenir pranaïste, c'est pas compliqué. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver des centaines de vidéos qui expliquent comment faire. Vous pouvez faire tout seul chez vous. Vous pouvez prendre des cours et blablabla. Bla bla. Donc, c'est déjà une tradition où beaucoup de gens ont passé et ça fonctionne. Il y a un couple qui ont déjà 2 enfants qui devraient maintenant avoir peut-être 12, 14 ans. Ils ont accouché ces enfants-là déjà dans la période de pranaïsme où ils n'ont plus mangé de la nourriture solide. Et la femme pouvait allaiter son enfant sans manger. Oh, miracle! Donc, ça veut dire, Monsieur Keshe explique en bref, en court, sur le plan plasmique de la respiration, on inspire nitrogène en forme plasmique. Vous savez, l'intérieur de notre corps, auquel une partie de notre corps intérieur, c'est nos poumons, de toute évidence. Donc, dans nos poumons, il y a comment on pourrait, une fissure. Alors, ça veut dire le nitrogène en forme plasmique est cassé dans un atome de carbone plasmique et des atomes de hydrogène plasmique. Et c'est l'atome de hydrogène qui va à travers les parois pulmonaires dans la lymphe et dans le sang pour alimenter le corps avec l'énergie. Cet hydrogène, c'est dans sa forme plasmique, c'est juste un transporteur d'énergie non spécifique. Et après, les différentes régions, organes de notre corps qui ont besoin tel ou tel élément ou forme d'énergie peuvent resynthétiser, si on veut, ou dans les mots de Grigory Grabovoy, condenser cette énergie plasmique, cette matière d'éternité ou cette lumière informationnelle dans de la matière spécifique que le corps a besoin dans cet endroit-là, soit des sucres, soit des lipides, soit des hydrates de carbone, soit du calcium et tous les éléments qu'on a besoin. Donc, à ce moment-là, on peut dire que notre respiration déjà fait assez office de nourrir notre corps. Et là, notre âme, elle peut en retirer beaucoup par la respiration et très facilement, parce que quand on respire par le nez, ça passe vraiment un bon bout à côté de siège de l'âme et l'âme peut se servir de ça. Si notre libre arbitre n'est pas trop cartésien et méchant et ne veut rien savoir et il dit non, 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 non. Moi, c'est le poulet et les frites et les chips et la bière qui me nourrit. Votre truc de oui, je connais l'amour et l'air. Hein? Quand on est jeune et la première fois vraiment en amour, on dit envie de l'amour et de l'air. Mais ça, c'est juste pour une petite période. Mais même pendant cette petite période, mon petit gars, t'as quand même mangé, non? Oui. Alors, si on n'a pas un libre arbitre qui intervient de cette façon-là, l'âme est capable de prendre beaucoup d'énergie. Deuxième exemple de Monsieur Keshe,
qui nous donne un autre aspect de la même façon, comment on peut penser le champ de l'âme par notre façon de nous nourrir. Un autre exemple, c'est rapport avec Naomi. Vous vous rappelez de cette jolie jeune femme qui était la copine de Fabio, c'était une tentation d'assassinat meurtrier sur une route en Italie. Les assassins on voulait faire semblant que c'était un accident de voiture et Monsieur Kirsch a raconté comment ça s'est passé assez en détail. Je vais pas répéter ça, mais la conséquence, son ami Fabio est mort dans cet accident et elle était 3 mois dans un coma très profond et elle avait très beaucoup de cellules de son cerveau détruit au point que la médecine conventionnelle, elle a dit en fait c'est très bon qu'elle soit dans un coma parce que réveillée, elle serait complètement légume, pas capable de rien faire. Donc c'est pas vraiment une vie vivable. Mais là, qui est la médecine pour dire ça? Hein? Même si c'est ça. Parce que son âme est complètement intacte. Son âme de la forme physique est complètement intacte. C'est juste le corps qui a des défauts. Et ces défauts-là, ces blessures, étaient Giovanni, c'est le papa à à Naomi. Il a fait beaucoup de traitements sur sa fille, guidé en détail par Monsieur Kirsch. Et un outil principal qu'il a fabriqué, c'était un casque de Gans. Et ce casque de Gans était fabriqué que le champ du Gans forme comme un genre de réacteur juste autour, très, très proche autour du crâne et, par le fait même, autour du cerveau. C'est-à-dire, ce casque-là, ce GANS-là, le plasma liquide, de toute évidence, était d'une force très faible. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'âme peut nourrir ce GANS qui enveloppe le cerveau pour balancer, pour équilibrer, c'est ça. Et sur le chemin de cet équilibre, tout ce qui n'est pas en équilibre va se rééquilibrer. On peut aussi l'imaginer d'une autre façon. Dans l'âme, il y a le prototype originel de notre cerveau aussi, de tout notre corps, qui ne peut pas être altéré, qui va toujours rester à la norme jeune et fonctionnel, 100%, même 115%. Donc, et cette l'âme, elle va nourrir le casque, elle passe par ce fait même à travers toutes les cellules endommagées et elle conduit la lumière informationnelle des cellules cérébrales à la norme. Et les cellules cérébrales qui sont endommagées vont par la suite se restituer à la norme. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Dans très peu de traitements, c'était il y a quelques semaines, Naomi s'est réveillée déjà du coma, ce qui est déjà miraculeux. Deuxièmement, on a vu des vidéos après, elle pouvait même marcher, elle pouvait manger, elle pouvait communiquer avec ses yeux, elle est très, très éveillée. Donc, pas légumes rien. Et là, M. Kesh dit, écoutez, si vous avez compris comment on guérit un cerveau complètement détruit, vous pensez un pas plus loin.
Si vous faites le casque plus grand, ça c'est juste une métaphore matérielle. Ça ne veut pas dire que il faut faire un casque qui est comme 2 mètres de diamètre. Non, 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 c'est pas ça. C'est le même casque, sauf le gans que vous faites, il est différent. Dans le sens que il, ça fait que cette plasma liquide se localise par sa force au-delà du corps physique. Donc l'âme, elle va nourrir le gans qui est au-delà de la forme physique et par cet effort de nourrir, elle va aller au-delà des limites du corps. Et voilà, c'est ça ce qu'on voulait. Donc, on pourrait fabriquer un casque qui fait que l'énergie de l'âme, si elle est bien nourrie, évidemment, elle peut se projeter en nourrissant un plasma qui est plus faible à l'extérieur ou au-delà et en se projetant au-delà des limites du corps physique. C'est ça le but de l'exercice. Et cet exemple nous montre aussi la validité des 2 lois qu'on a repérées jusqu'à date sur le plasma. La première loi thermoplasmique, la première loi qui dit que le plus fort nourrit le plus faible, c'est-à-dire pour faire marcher les champs de l'âme, il faut créer une entité qui a la même force que l'âme, mais beaucoup plus faible. Ça veut dire la même structure de lumière informationnelle, mais plus faible. Deuxième loi, on pourrait dire c'est la deuxième loi thermoplasmique, c'est la loi que l'action du plasma n'est pas initiée par le plasma lui-même, mais par le besoin ou le but du plasma. Vous vous rappelez, la dernière fois ou avant-dernière fois, on a dit toute l'évolution ou tout ce qui se passe sur la Terre, l'évolution du présent se fait par le futur qui tire le présent. C'est pas le passé qui pousse. Ça, c'est matérialiste, c'est monorail, c'est pas vraiment, c'est trop mécanique, ça explique pas. Mais, vous voyez, de cette façon, il faut avoir une idée. Est-ce que je veux juste réparer des cellules endommagées cérébrales ou est-ce que je veux aller plus loin d'amener la personne qui est malade ou avait un accident ou qui est dans le coma dans un état d'âme où elle est dans une réceptivité active totale et elle peut à ce moment-là réparer elle-même ces cellules endommagées automatiquement, si on veut. Donc la deuxième loi, elle dit que ça prend un but, ça prend une nécessité, ça prend ça comme une nécessité ou un besoin pour que le plasma agisse. C'est aussi, on ne peut pas normaliser rien, on ne peut pas matérialiser rien s'il n'y a pas une nécessité ou un souhait. Un souhait, c'est une forme très gentille d'une nécessité. Donc, ça prend nous. Pour ça, nous sommes co-créateurs avec le Créateur. D'accord? La suite. Troisième partie, c'est cet organe que nous avons tous qui s'appelle la luette.
En latin, ça veut dire uvula, ou en français, francophonisé, uvula. C'est la petite extrusion en arrière de notre gorge si on touche, on vomit. Parce que ça contient des nerfs. Et si on touche à ce truc-là, on active des nerfs qui font contracter l'estomac pour expulser la nourriture qui n'est pas bonne. Donc, on peut provoquer le vomissement avec cette luette-là. On peut se demander pourquoi elle est là. Alors, j'ai regardé sur Wikipédia. Elle est très minimaliste, la médecine conventionnelle, comme d'habitude, un peu minimaliste avec ses explications. Elle dit, cette luette, elle est liée au, comme palatin, c'est comme le palais, oui, c'est ça, le palais mou en arrière, elle est liée à ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça peut bloquer en conjonction avec le palais mou la cavité nasale en avalant. C'est-à-dire, on n'avale pas vers en haut dans le nez, mais on avale vers en bas dans l'estomac. Et ça, je trouve une explication assez flyée parce que je crois pas que naturellement la voiture, la nourriture monte en haut. Je crois qu'elle va de toute façon. Et je vois pas, déjà avec vous voyez la ligne du palais mou, là, en arrière, c'est comme un arc. Elle peut déjà fermer. Je vois pas que la luette est nécessaire. Si la luette fait rien, il reste un trou ouvert vers la cavité nasale. Je crois pas. Deuxième proposition de la médecine orthodoxe. Et elle produit beaucoup de salive très liquide qui aide à humecter le pharynx. Voilà. Alors ça, on peut croire ou pas croire. Ça peut être drôle ou pas drôle. Moi, je trouve ça drôle. Et après, on regarde qu'est-ce que Monsieur Kesh dit de ça. Donc, il met notre attention que cette luette, elle est juste en dessous du siège de l'âme. Et quand le corps physique, il est fabriqué par une collaboration entre notre âme, c'est-à-dire le Créateur, notre âme de la forme physique, et voilà. Et ça fait dans un environnement terrestre ici. C'est les trois composants de toute notre qualité physique. Donc, c'est pas un hasard. Ça veut dire l'âme a créé la luette juste en dessous d'elle pour une raison. Parce qu'elle veut que cet organe-là soit c'est très, très important pour elle. Ça me rappelle, Grigory Grabovoy, elle explique l'appendice. On va à un moment donné parler de l'appendice, ça donne aussi beaucoup à rire. Quand vous lisez, qu'est-ce que la médecine orthodoxe propose, pourquoi on a un appendice? Et Grigory nous explique, l'appendice, c'est les liens entre le système immunitaire et le cerveau. Wow, c'est loin. Mais bon, c'est ça. Et il peut même appuyer sa théorie avec des données statistiques que les gens qui ont eu une appendicite, peut-être, c'est ça ce qu'il dit lui, que leur système immunitaire marche moins facile
qu'un système immunitaire avec l'appendix intact. Donc, l'aluette, elle aussi, elle est petite et elle est comme un détail qu'on comprend pas. On comprend mieux une langue, c'est beaucoup plus grand et on sait pourquoi on l'a. On ne peut difficilement parler si on n'a pas et on ne peut pas manger. C'est aussi difficile de manger sans langue. Voilà. Et mais la luette, c'est comme tellement petit et semble anodin. Mais c'est juste anodin parce qu'on n'a pas compris pourquoi c'est là. Alors, et la forme, vous regardez la forme, c'est conique. Donc, la forme conique de la luette indique une direction. Si quelque chose est rond, il n'y a pas de direction. Si quelque chose n'est pas rond, il y a une direction. Voilà. Alors, en pour ce que j'ai fait là, j'ai pris la forme de la luette. C'est comme un cône qui a une direction. Et par-dessus, dans l'organisme humain, la l'âme est par-dessus la luette. Et selon Monsieur Kesh, cette luette, elle conduit l'énergie de l'âme pour la dissiper ensuite dans toutes les parties de notre corps. De cette manière, parce que c'est localisé de cette façon verticale, ça veut dire c'est aussi la luette, elle est responsable que nous nous tenons debout, que nous marchons debout. Vous prenez l'exemple d'un mouton ou un autre animal qui marche à quatre pattes, comme tous les animaux. Ces animaux-là, même quand nous, on se met à quatre pattes, qu'est-ce qui arrive? La verticalité, la localisation verticale, le soleil par-dessus de la luette bouge 90 degrés et ils sont sur une ligne horizontale tout à coup. C'est-à-dire, encore une fois, la luette conduit l'énergie vitale en provenance de l'âme dans toutes les parties du corps, mais parce que cette ligne est maintenant horizontale, les animaux marchent à quatre pattes d'une façon horizontale. Et cette position a des conséquences énormes parce que un animal, dans sa il fait pas beaucoup de, quand il grandit de bébé jusqu'à adulte, il fait pas beaucoup de mouvements verticaux. Donc, la position de la luette qui est déjà horizontale, elle bouge un peu verticalement quand l'animal grandit. Et vous savez que ça change la situation d'inertie sur la planète. Donc, ça change l'animal. Tandis que pour l'humain, c'est déjà vertical. En plus, on peut, quand on grandit, cette différence est vraiment beaucoup plus importante. Les arbres sont aussi verticales, mais pour eux, ce qu'on a vu avec la Cup of Earth ou la Cup of Life pour les plantes, on a trouvé que l'âme de la plante est à l'intérieur de la luette, soi-disant. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de mouvement. Parce qu'il n'y a pas de linéarité entre les deux. À l'intérieur, une entité, l'âme, à l'intérieur d'une autre entité, la forme physique, fait que c'est comme une image sphérique, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement. Et effectivement, toutes les plantes ne bougent pas par eux-mêmes beaucoup. Ils bougent un peu, mais bon. Oh.
Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que M. Kesh nous a aidé à trouver? C'est cette luette est importante parce qu'elle dissipe l'énergie de l'âme dans tout le corps. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on sait que ça fonctionne comme ça, physiologiquement, on pourrait facilement avoir l'idée, OK, j'ai juste à mettre un miroir pour les champs en dessous de la luette pour réfléchir l'énergie que la luette veut projeter dans le corps pour le reprojeter dans l'âme. Et à ce moment-là, l'âme, c'est comme un feedback loop, se bourre avec beaucoup d'énergie, c'est-à-dire elle élargit son champ, c'est-à-dire son champ à un moment donné va être étendu au-delà de la forme physique et on a l'état qu'on a cherché. Pour faire ça, on pourrait inventer Uvula Yoga ou en français Uvula Yoga. Ce yoga peut être fait en 4 étapes. La première étape, on se met dans un état de réceptivité active. Ça, c'est le truc on ressent son corps dans toutes les parties de son corps simultanément, on regarde son respiration, on équilibre son état émotionnel par son attention et les flux énergétiques également par son attention. Quand on fait ça, quand on a fait ça quelques reprises, juste les 2 mots, mettez-vous dans un état de réceptivité active, pouf, vous y êtes. Après, vous vous concentrez, vous mettez votre attention sur tout votre corps, mais aussi le petit doigt de la main droite qui représente la création, la harmonisation, et la plante du pied droit qui représente la création. Là, on a déjà mis notre attention à 3 choses au même temps. Tout notre corps, le petit doigt et la plante du pied droit. Ensuite, on ajoute un autre lieu de notre attention, cible de notre attention, c'est la luette. Parce qu'on n'a pas, excusez, pour payer beaucoup d'attention à la luette. C'est au début un peu difficile de sentir quelque chose. Surtout s'il n'a pas mal à la gorge. Si elle n'est pas infectée ou malade, on ne ressent pas. Souvent, beaucoup de gens vont pas la ressentir. Mais continuez, mettre de l'attention et vous allez la ressentir. Vous mettez l'attention avec amour, ça va encore mieux parce que l'amour, c'est la structure qui traite le plus grand taux d'information simultanément. Et là, vous mettez votre intention, je veux ressentir la luette. Ensuite, le moment, vous faites ça aussi longtemps jusque vous ressentez la luette. Après, vous imaginez que les flux énergétiques qui descendent, vous imaginez, vous ressentez les flux énergétiques de votre âme passent par la luette et ensuite dans tout votre corps. Quand vous avez bien ressenti ça, vous imaginez ces flux énergétiques qui se renversent à l'intérieur de la luette pour revenir dans l'âme. Et quand vous êtes capable de faire ça, vous serez probablement capable, je peux imaginer, j'ai pas encore
réussi moi non plus, on va être capable de suspendre son corps, de manger, pas de manger de la nourriture solide, etc., les qualités qu'on recherche. Monsieur Kesh a fait une remarque qui aurait pu être tout à fait exprimée par Grigori de la même façon, qui dit, nous avions eu l'habitude de favoriser la partie physique de notre existence et de créer la mort. Non, on a comme de dire ça d'une façon drastique ou pointue. De cette façon, ça peut être très aidant. Parce qu'en fait, c'est ça. Maintenant, nous allons favoriser la partie spirituelle de notre existence pour découvrir notre éternité dans la forme physique. Et ça, c'est le but déclaré de M. Kesh et le but déclaré de Grégory Grabovoi. Tous les deux sont complètement d'accord. On ne peut pas être à côté du Créateur si on n'a pas récupéré notre éternité dans la forme physique. Et si on est capable, ça c'était le dernier point de M. Kesh, si on est capable de extenser les champs de l'âme au-delà de la forme physique, et par conséquent, on peut suspendre notre forme physique. On n'est pas inconscient à ce moment-là. Ça, c'est un processus qui se passe avec conscience. On n'est pas dans un coma rien. On n'est même pas inconscient. On voit son corps a disparu. À ce moment-là, notre attention, le libre arbitre aussi, ne peut que voir le prototype originel sur le plan fondamental de notre corps, qui ne peut pas avoir subi une amputation ou une altération quelconque. Donc, à ce moment-là, s'il voit tout ça, et il voit seulement ça, et un moment choisi ou propice, le mental ou l'âme va décider, ah, maintenant, ça serait une bonne idée de reprendre la forme physique. Alors, de remettre, de réincarner, de redensifier le corps. Et là, on ne devrait pas faire ça devant un miroir. Pour ne pas trop vite faire embarquer le vieux libre arbitre qui chérit tellement des croyances comme ci ou comme ça. Alors, on garde notre attention sur le prototype. Ça se fait automatiquement parce que le corps n'est pas là. On regarde notre attention sur le prototype originel pendant qu'on recrée notre corps et notre corps sera à la norme, c'est-à-dire tout à coup cette moitié la moitié de la jambe inclut le pied de la jolie fille qui s'appelle Girl Rose est restituée. C'est comme une résurrection. C'est une résurrection partielle. Parce qu'une fois, on a vraiment expérimenté ça, et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences pour le libre arbitre. Parce qu'il va à ce moment-là voir, wow, je peux reconstruire mon corps tout le temps. Et tout le temps, ça veut dire éternellement. Là, il va comprendre dans ses tripes, dans ses émotions, pas juste logiquement, pas juste
Et j'ai compris parce que Monsieur Kesh ou Grégory ont expliqué ça, bien expliqué ça. Pour ça, j'ai compris. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est très faible, ça fonctionne pas. Ça n'a pas de conséquences parce que nous avons pas changé. Mais une fois, on n'avait pas de jambe et le prochain moment, la jambe est là comme avant. Waouh. On peut pas passer à côté de ça. C'est comme une résurrection. Et là, je sais aussi, je viens de suspendre tout mon corps parce que je vis en Californie et il y a un feu de forêt et ma cabane est juste à côté de la forêt. Et j'ai pas le temps de courir. Le feu est trop vite. Donc, pouf, je suspends mon corps. Et une fois le ravage est fait, je réinitie mon corps et il va pas avoir eu rien de ce feu-là. Et ça fait résurrection. Si je peux suspendre et résurrectionner mon corps, ça aussi veut dire je expérimente, je vis mon éternité. Alors maintenant, la deuxième partie, le plan affectif. Pourquoi il faut s'en occuper de ça? Grigory Grabovoy dit, vous ne pouvez pas récupérer votre éternité dans votre corps si vous ne le faites pas sur le plan affectif, c'est-à-dire avec vos sentiments. Si vous n'êtes pas capable de le ressentir, ça n'existera pas pour vous. Monsieur Kesh dit, everything is a question of your emotions. Il dit, tout est une question de vos sentiments. Vous dirigez, vous pouvez matérialiser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et ça prend vos émotions. In English, c'est emotions or feeling. En français, c'est sentiments. Donc, pour utiliser les outils sur le plan affectif, faut d'abord les connaître. Et parce que nous avons pas beaucoup d'expérience, parce que dans notre école, il n'y a pas de sujet plan affectif. On n'apprend pas à aimer. On n'apprend pas tous les autres sentiments non plus. C'est supposé de nous tomber dessus. Pour ça, on croit ça depuis tellement longtemps qu'on n'a pas beaucoup évolué ça. Si vous regardez par exemple une langue comme le sanskrit, il y a beaucoup de mots différents pour l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de formes d'amour différents. L'amour charnel, l'amour entre enfants, l'amour platonique, admettons, entre deux personnes, l'amour charnel qui est sexe entre deux personnes, l'amour inconditionnel, etc., etc. Nous, c'est toujours le même mot, amour, amour, amour. On dit même pour le sexe, faire amour, faire l'amour. Faire l'amour. C'est horrible comme expression. Voilà. Mais dans les langues anciennes comme le sanskrit, il y a beaucoup de mots différents qui disent des nuances de l'amour que parce que nous pouvons pas exprimer ça en anglais ou en français ou en allemand parce que on n'a pas cette capacité de différencier l'amour. Parce qu'on n'a pas investigué ça. Parce qu'on n'a pas mis notre conscience sur ça. Donc, c'est le bon moment de le faire et c'est hyper important de le faire parce que si on ne le fait pas, on ne se rend pas. C'est simple. Monsieur Kirsch le dit souvent, il le dit jamais comme si vous faites pas ça, vous n'allez pas l'avoir. Il dit juste, you need to, il fallait que vous faites marcher vos émotions de cette ou cette manière.
Donc, on va d'abord commencer avec qu'est-ce qui se trouve sur le plan affectif, qu'est-ce que c'est le plan affectif, et alors définir ça. La première chose, c'est les émotions. Les émotions, on va maintenant utiliser ce mot et on va comprendre la signification suivante que j'ai pris de Grégory Grabovoy multiplié par Hélène Laporte. Donc ça, si tu as n'importe quel événement qui suscite une réaction émotionnelle en nous, ça s'appelle émotion. Donc, c'est un ressenti qui a sa cause dans un événement à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Tandis qu'un sentiment, c'est créé par notre âme pour tous les événements que notre âme reconnaît. On va expliquer ça plus en détail après. Dans le premier, l'amour. Le ressenti, c'est notre capacité de percevoir les sentiments et les émotions. Donc, ça veut dire les sentiments comme les émotions existent et c'est pas par défaut qu'on les ressent tout à fait. On va apprendre comment ça fonctionne plus en détail tout de suite. Donc, toutes ces trois entités-là sont sur le plan, ils composent le plan affectif. On va parler maintenant du sentiment. On va pas parler des émotions parce que un événement qui fait une émotion, qui suscite une émotion en nous, c'est en fait, si on regarde de plus proche, c'est toujours un sentiment. Hein? Si j'ai un événement extérieur ou intérieur qui me fait peur, ça peut être une émotion parce que c'est suscité par un chien qui aboie et qui gronde devant moi. Mais ça prend un déclencheur en moi, c'est-à-dire un sentiment qui est déjà là. Autrement, je pourrais pas interpréter le grondement ou l'aboiement du chien étant agressif contre moi puisque je puisse avoir peur. OK? Donc, les émotions, pas vraiment important. L'important, c'est les sentiments. Chaque action, ça peut être une pensée, une parole ou une action physique. L'âme, quand elle crée ces actions différentes, chaque action, elle a mis un sentiment avec. Donc, chaque action vient avec un sentiment. C'est la raison pourquoi on peut transférer des pensées. On peut comprendre des paroles. On comprend beaucoup plus quand on entend quelqu'un. Quand vous entendez moi pour le moment, vous entendez mes paroles, c'est des bits logiques. Vous comprenez le sens de mes mots, si je parle bien français, mais vous comprenez aussi tout ce que je véhicule émotivement, ma passion pour le sujet, mon contentement que je comprends quelque chose d'une façon que je peux même l'expliquer. Wow! Tout ça, ça fait pas partie des mots que j'utilise. Ça fait pas partie des bits que je véhicule rationnellement. C'est toute la musique qui joue autour et je véhicule ça. C'est des sentiments. Et de cette manière, tout ce que je dis
n'est pas assimilé par Joël, Jean-Sébastien, Catherine et Katharina ou Yves de la même façon. Chacun a sa propre façon, sa propre ressenti pour capter les sentiments. Sauf le sentiment de l'amour inconditionnel est absolument pareil pour tout le monde. Donc, ça fait, quand on a compris ça, toutes les actions, pensées, paroles, actions, ont un côté rationnel, visible, matériel, comment vous voulez nommer ça, mais aussi un côté sentimental. Et ça fait que ce plan affectif, c'est une autre plateforme de perception. Et c'est une plateforme de perception qui va en parallèle avec les autres. On peut écouter les paroles d'Aviram, on peut les comprendre avec notre mental rationnel, mais on entend aussi la musique, on entend aussi le côté sentimental, les sentiments qu'il véhicule. Pas seulement Aviram, mais aussi Grigory Grabovoy, Hélène Laporte et Monsieur Kesh, ou Rick, ou whoever. Donc ça va au-delà de la rationalité, parce que ça ouvre un espace qui est beaucoup plus vaste, c'est l'espace de l'intuition. Vous savez, quand vous avez une intuition, elle est super claire, il n'y a jamais un doute. Ça, c'est le contraire du rationnel. Le rationnel a très, très, très souvent des doutes, très faibles, très volatiles, sentiments beaucoup plus solides et stables. Et par ça, parce qu'on voit des choses, si notre sentiment percé est plus stable, elle donne aussi, quand on investit son énergie dans les sentiments, les perceptions deviennent plus stables également. Quand les choses deviennent plus stables, ça nous donne l'impression que notre monde devient plus stable. Et un monde absolument stable, c'est un monde éternel. Notre corps, quand il est stable, il est éternel. Vous connaissez dans la médecine conventionnelle, quand quelqu'un est dans la section, comment on appelle ça, intensive care, dans un hôpital, les médecins essaient de le stabiliser parce qu'il peut échapper à tout bout de champ. Son cœur peut arrêter, sa respiration, tout ça, il peut s'en aller. Mais une fois il est stabilisé, il peut quitter cette unité de ça pour être dans un lit normal. Parce qu'il est stable. Il est plus solide, sa santé. Voilà. Donc, c'est notre engagement de nous occuper de nos sentiments, de notre plan affectif, comme un effet secondaire, parce qu'il développe au même temps notre sens d'éternité qui est aussi un sentiment, comme l'amour. Ça va bien. J'ai l'impression que je peux bien expliquer ce soir, grâce à vous. Donc, là, j'ai ajouté le symbole de la stabilité, parce que notre ressenti dépend de ça. Toutes les données que notre ressenti
transmis dans notre perception vient des sentiments. Et elle peut après, le ressenti peut après, quand les sentiments sont assez stables, et par conséquent, notre ressenti est stable également, on peut utiliser les sentiments pour normaliser et matérialiser des choses. Et là, le boucle se ferme et ça, c'est l'explication pourquoi c'est absolument crucial de bien connaître et contrôler, dans le sens de Grabovoi, notre plan affectif, parce qu'autrement, oublie ça de contrôler la réalité ou de normaliser des situations. Parce que c'est très clair, la vie des maîtres, ils le disent en autres mots, mais pareil. Ils disent, vous pouvez matérialiser n'importe quoi, ce que vous voulez. Deux conditions. Une, votre souhait est à l'intérieur du salut global. Deuxième, vous êtes capable de maintenir un souhait pour assez longtemps devant votre attention qu'il peut collapser ou se densifier en matière. Et c'est juste ce petit détail qu'on n'a pas appris encore. Et on sait, ça vaut rien de se concentrer avec le front froncé et de travail dur et tout ça. Oublie ça, ça marche pas. Ça marche seulement avec l'amour et le plaisir. Les sentiments constructifs. Voilà. Là, on va regarder la relation entre le sentiment et le ressenti. Et le ressenti, de toute évidence, comme le sentiment né de l'âme, les sentiments, le domaine d'où viennent les sentiments, c'est l'âme ou le plan fondamental. Le plan de ressenti, c'est le corps physique et avec son libre arbitre et le mental. Donc là, qu'est-ce qu'on ressentit dépend absolument si notre conscience est structurée ou non. Comme ça, il y a des sentiments objectifs. Là, c'est Aviram qui a inventé ça, mais je trouve que c'est une bonne idée. Alors, on peut dire par rapport à cette dichotomie du mental, en conscience structurée, conscience non structurée ou peu structurée, la conscience structurée va ressentir très clairement les sentiments de l'âme tels quels. C'est toujours le créateur qui produit ça finalement. On se rappelle. Donc, la conscience structurée par le ressenti va percevoir les sentiments d'une façon objective, comment ils sont perçus par le Créateur lui-même. C'est tout d'abord l'amour. Avec l'amour, on le sait, mais c'est aussi la joie, la paix et tous les sentiments constructifs. Ça se trouve très proche, sinon sur le plan fondamental. Et c'est très fun, c'est très plaisant, parce que ça veut dire, quand on s'en occupe de comprendre le plan affectif, notre vie, par ce travail, devient, comme effet secondaire, de plus en plus joyeuse. Tandis que une conscience non structurée ou peu structurée va produire des sentiments ou interpréter, ressentir les mêmes sentiments, mais faussement, subjectivement,
ça donne la réalité. On a dit la même dichotomie avec la réalité. On a dit à l'époque, il y a une réalité objective que le Créateur voit et nous aussi pendant notre libre arbitre et dans la partie structurée de notre mental et une réalité perceptionnelle qui contient des sentiments subjectifs comme ennui, peur, colère, qui ne sont pas une réalité. Leur pseudo-réalité est suggérée par les croyances collectives. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est vrai ce que je dis? Vous pouvez le trouver vous-même. Si vous avez déjà eu peur et vous n'êtes pas resté sur ce point-là, mais vous avez investigué cette peur et le déclencheur de la peur. Par exemple, vous pouvez avoir peur des araignées et parce que vous touchez jamais, vous courez quand vous voyez une. Mais une fois vous restez, vous avez deux possibilités. Vous restez en présence d'une araignée et vous d'abord observez, vous mourrez pas. Deuxièmement, vous allez développer un sentiment avec cette araignée-là. Vous allez ressentir c'est un être vivant, comme vous. Après, vous allez peut-être revoir des traumatismes de votre enfance ou pas, mais par tous ces cheminements-là, vous allez sortir de cette session avec sans peur d'araignée. C'est comme et là vous allez peut-être trouver des araignées des fois drôles ou jolies même, qui sait. Et à ce moment-là, le sentiment de peur s'est transformé dans un sentiment de même gratitude. Si vous savez, une araignée mange des moustiques, par exemple. Donc, vous voyez, une chose qui est stable et réalité objective ne changera pas. Toutes les émotions ou les sentiments que nous pouvons changer veulent dire que c'est des émotions ou sentiments qui sont loin de l'âme, ont peu de stabilité, donc peu de réalité. Donc, qu'est-ce qu'on apprend avec ça? On se rend compte d'abord de notre illettrisme émotionnel. Parce que des fois, nous pouvons ressentir des choses comme pas vraiment. Une intuition qui est très claire, on va la voir très clairement, ou ça peut être quand on est très dans le mental au même temps, on ne sait pas, je sais pas. On ressent quelque chose, mais c'est pas stable. C'est pas solide ou précis. D'autres façons, on peut aussi ressentir, et ça c'est la première, c'est plus lié au mental, qu'on ne peut pas ressentir précisément, c'est juste grâce ou à cause qu'on ne s'est pas occupé assez longtemps d'eux. Mais il y a aussi la possibilité que nous ne savons pas ce que nous ressentons. Et ça va devenir, on va rencontrer une situation comme ça très souvent, parce que le plus qu'on plonge dans le plan affectif, le plus on va découvrir des sentiments qu'on ne connaissait pas avant, comme le sentiment de la luette, ou tous les sentiments qui sont déjà exprimables dans la langue sanskrit, mais pas dans l'anglais et ni dans le français. Donc, ça va aussi amener l'humanité d'inventer d'autres mots pour des sentiments
que l'humanité va découvrir tantôt. Et l'autre conséquence de notre illettrisme émotionnel, c'est nous pouvons douter que nous avons fait ça, c'est quand on est complètement dans le mental et on n'a pas de point de repère et d'ancre vraiment, de centre, donc on peut pas, on va toujours douter. Donc, notre travail de explorer le plan affectif va nous aider à beaucoup nous aider aussi à sortir de illettrisme émotionnel. Et quand on se rappelle que les doutes et l'incertitude et tout ça, c'est lié au mental, ce travail va nous rendre plus solide, plus ferme, plus centré, plus joyeux en conséquence, et on va au même temps, on a déjà dit ça, se reconnaître en tant que d'être éternel. Ensuite, quand on fait ce travail-là d'exploration du plan affectif, on va trouver que ce travail avec le ressenti et les sentiments, c'est toujours lié à des événements ou à des éléments. Donc, quand on travaille avec ça, on va au même temps normaliser les objets auxquels les sentiments sont liés. Donc, c'est de cette manière, les sentiments et le ressenti, c'est tout d'abord un outil diagnostique. Donc, on peut ressentir l'état de santé de nous-mêmes, l'état de santé, et précisément aussi l'état de santé ou qu'est-ce qui va pas bien dans le système physiologique d'une autre personne qui peut être présent ou très loin de nous physiquement. Mais au même temps, quand on s'occupe de cette manière, sur ce niveau, on ne fait pas un diagnostic médical, on fait un diagnostic sentimental ou avec notre ressenti. Au même temps, pendant qu'on fasse le diagnostic, on fait déjà la thérapie, la normalisation. Donc, l'intérêt de précisément connaître ce qui va pas dans l'autre personne et pourquoi et qu'est-ce que c'était dans son propre histoire, le déclencheur de ceci et là, bla, bla, bla. Ça peut nous intéresser peut-être comme un feuilleton, mais ça nous intéresse pas au fond parce que on sait déjà pendant que je me fais imprégner par le courant d'informations qui vient de cette personne, déjà j'aide la normalisation de son état ou de matérialisation des événements et des objets que je souhaite matérialiser. Et ça fait au même temps, en conséquence, si je visite l'intérieur de mon corps, tous les organes, par mes sentiments, je mets l'intention, je veux sentir comment Marat est. Là, ça prend que je ressens Marat. Quand je ressens Marat, ça fait tout de suite que Marat va mieux si elle n'allait pas bien avant. Donc, cette occupation avec le plan affectif, on peut se demander, mais alors comment, et j'ai déjà un peu laissé le chat hors du sac, comment les sentiments sont créés? Les sentiments sont une co-création entre l'âme, le corps physique et le mental, c'est-à-dire l'âme de la forme physique avec son software ou ses systèmes d'exploitation qui s'appellent la conscience.
Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que ce plan affectif, c'est un plan additionnel de perception qui est hyper efficace dans le sens que la perception fait déjà la normalisation. Et de cette façon, le plus on vit sur le plan affectif, le plus on normalise par défaut. Et ça, de cette manière, on n'a pas vraiment besoin de faire un effort conscient pour normaliser. Ça va devenir notre nature le moment où on vit pleinement sur le plan affectif. Alors, à ce moment, on développe aussi par la compréhension de plus qu'on sait, de plus qu'on va découvrir, c'est déjà illimité, et de plus de joie on va avoir. Donc, ça nous amène c'est au même temps un chemin joyeux vers l'éternité dans notre forme physique. Et finalement, le plan, parce qu'il est le plan affectif, les sentiments sont créés par l'âme avec le mental et la conscience. Le premier élément qui est créé, c'est l'amour. Le premier sentiment créé, l'amour, et l'amour est au même temps la base pour tous les autres sentiments. C'est-à-dire, tous les autres sentiments sont créés à partir de l'amour. C'est-à-dire, ils contiennent de l'amour. Ça veut déjà dire que ce qu'on appelle les émotions négatives ou les sentiments négatifs comme l'ennui, la colère et la peur, ils n'ont pas de réalité parce qu'ils contiennent aucun amour. Parce qu'il existe seulement sur le plan énergétique, mais plus côté matériel que sur le plan énergétique côté âme ou fondamental. Ah oui, j'ai déjà fini. Et là, j'ai retrouvé un bonbon pour vous. La femme qui vous voyez sur cette image-là, elle s'appelle Gabriella. C'est une scène d'un film. J'ai mis dans le PDF du bulletin et aussi sur cette image, si vous downloadez le PowerPoint, l'image contient le lien pour le YouTube, cette chanson-là. Pour visionner le film est juste, c'est ma connaissance, suédois, c'est un film suédois, anglais et allemand. Donc, j'ai pas trouvé de version française, mais quand vous voyez, c'est une femme qui se faisait battre par son mari. Son mari, il apparaît dans de la chanson et elle chante dans une chorale vraiment magnifique, cette chorale-là. Donc, elle fait un travail intérieur et elle découvre, si je ne me libère pas, je vais toujours rester sous la main de cet homme-là que j'aime aussi et que j'ai très peur aussi et je vais passer à côté de ma vie. Et elle récupère ce sentiment de vivre sa vie. Et elle pleure complètement et elle commence à chanter cette chanson avec une chorale. Et quand vous voyez comment elle chante, ses yeux qui sont complètement fixes, vous avez très rarement vu une force. Et j'adore cette femme qui joue ce personnage. Elle joue pas. Elle joue pas du tout. Elle vit ça. Donc ça, c'est un exemple, un bonbon pour vous, pour que vous puissiez trouver une entrée facile et passionnante dans
plan affectif et vous allez trouver cet sentiment de vie. Ma vie, c'est un sentiment à découvrir. Vous allez voir. Alors, merci, gracias, dankeschön, grazie, thank you, tous mes amis et amoureux, pour cette magnifique soirée. Ma première fois à 8 heures de ce soir, comme vous. Et je vous remercie de fond de mon cœur pour votre amour et votre attention. Et je vous laisse le microphone si vous avez des commentaires ou des questions.